Bonsoir Meir Masri, merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve tout de suite après parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser sur cette situation politique au Liban. La société libanaise est plus que jamais fractionnée, bien entendu, entre le camp pro-Hezbollah et le camp anti-Hezbollah, mais même parmi ceux qui sont contre le Hezbollah, il n'y a jamais eu autant de divisions. Alors justement, vous évoquez la société civile, Meir Masri. Qu'est devenu ce mouvement révolutionnaire de 2019, le Sowar? Les formations qui en sont issues n'ont même pas réussi à présenter un front uni. Pourquoi? Alors, tout d'abord parce qu'ils sont déconnectés de leurs députés. Ce mouvement n'est pas représenté dans les institutions de l'État ni au Parlement libanais. Ce sont des jeunes, des acteurs de la société civile essentiellement, comme on a pu le voir tout au long du printemps arabe, même si je ne sais pas si on peut vraiment lier ce qui s'est passé au Liban au printemps arabe. Et puis non seulement ce mouvement donc n'est pas représenté et a été incapable de formuler un projet commun, mais en plus s'ajoute à cela une crise nouvelle née de l'éclatement du camp sunnite. La rue sunnite au Liban aujourd'hui est traversée par une fracture de plus en plus apparente depuis la disparition de Saad Hariri, le retrait de Saad Hariri du pouvoir, de tout ce que représentait la famille Hariri au Liban durant les dernières années. Tout cela, bien entendu, a des implications profondes également sur les alliés des sunnites au sein du camp chrétien, notamment le parti phalangiste et les forces libanaises. Alors justement, pour que nos téléspectateurs le comprennent bien, c'est vrai qu'en l'absence de nouveaux acteurs politiques, comme il aurait pu y en avoir issus de ce mouvement révolutionnaire de 2019, ça veut dire que le même match va se rejouer comme en 2018. Cette fois-ci, la principale facture va être encore entre les alliés et les opposants du Hezbollah? Ça se complique encore plus parce que au sein de la société civile et du mouvement d'octobre 2019, aujourd'hui, il y a plus que le mouvement contestataire est plus que jamais divisé. Certains ne veulent pas aborder la question du désarmement du Hezbollah parce qu'ils trouvent que ça devient de plus en plus difficile et qu'il faudrait peut-être commencer à s'attaquer à des problèmes plus prioritaires, tandis que d'autres font justement de la question du désarmement du Hezbollah une question de priorité et bien entendu sont soutenus, alimentés par des acteurs régionaux, parce qu'à travers ces deux blocs, c'est effectivement un bras de fer qui se joue entre l'Iran d'un côté, allié du Hezbollah évidemment, ou en tout cas mécène du Hezbollah, et l'Arabie Saoudite qui est plutôt du côté des sunnites. D'une certaine façon, oui, même si je ne suis pas tellement favorable à cette présentation et au fait de mettre sur un pied d'égalité Iran et Arabie Saoudite, pour la simple raison que l'Iran ne soutient pas les institutions libanaises. L'Iran soutient une milice armée communautariste qui lui est subordonnée, tandis que l'Arabie Saoudite soutient l'État libanais, les institutions libanaises, l'armée régulière du Liban. Et on l'a vu durant les 3 dernières années avec un tas de projets saoudiens visant à armer l'armée libanaise régulière en achetant des armes, notamment la France. Et cela a été avorté par le Hezbollah. Le Hezbollah a refusé à ce que l'armée libanaise reçoive des aides financières et militaires de la part donc de l'Arabie Saoudite. Donc tout ça pour vous montrer qu'il y a quand même une différence entre Iran et Arabie Saoudite. L'un soutient le Hezbollah, une milice qui défie la légalité, tandis que l'autre soutient la légalité, les institutions régulières de l'État libanais. Meir Masri, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il faut réformer, selon vous, ce système électoral qui est effectivement censé, on ne peut pas lui reprocher, censé assurer une représentativité, un équilibre à toutes les confessions du Liban, mais la démographie, il faut bien le constater, il faut bien le reconnaître, la démographie du Liban a, elle, bel et bien changé. Alors tout d'abord, ce système a été réformé à l'occasion des accords de Taïf de 1990, entrés en vigueur l'année suivante, et qui est venu clore la guerre civile libanaise qui aura duré 25 ans. Puisqu'en vertu des accords de Taïf, la proportion de toutes les communautés chrétiennes réunies au Liban a baissé au Parlement de 6 contre 5 à 5 contre 5, c'est-à-dire aujourd'hui le Parlement est à moitié chrétien, moitié musulman. Les principales compétences dont disposait le président de la République dans un régime libanais présidentiel ont été transférées au président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement, ce qui a fait du Liban un régime semi-parlementaire et a accordé beaucoup plus de prérogatives au Premier ministre qui est donc sunnite. Mais pour aller plus loin, je pense que c'est compliqué. C'est
compliqué et ce n'est pas forcément nécessaire. Les pays voisins du Liban, la Syrie, l'Égypte, ce sont des pays qui ne connaissent pas ce système de répartition selon un quota communautaire. Ce ne sont pas pour autant des démocraties plus stables et plus représentatives. Et donc je pense que le problème auquel fait face aujourd'hui le Liban, ce n'est pas tellement le communautarisme ou le système de vote de quotas qui, après tout, accorde à toutes les petites composantes de la mosaïque libanaise un minimum de représentativité. Dans ces minorités, ces communautés ne bénéficient pas dans les autres pays de la région. Qui aurait pu imaginer qu'un chrétien soit président en Égypte, en Irak ou en Syrie? Eh bien, au Liban, toutes les communautés sont représentées. Le problème, c'est la corruption, c'est le clientélisme et c'est surtout le fait que un parmi les partis politiques qui participent aux élections législatives régulièrement est un parti qui dispose de 40 000 missiles anti-chars et anti-avions. C'est une situation qui est inédite et qui, bien entendu, restera un obstacle à toute réforme du système politique libanais.